À la suite des élections fédérales, le Canada a un tout nouveau ministre des Affaires étrangères. François-Philippe Champagne a hérité du ministère de Chrystia Freeland, une des stars du gouvernement Trudeau. Quels sont les principaux défis qu'il devra relever? On fait le point avec Jocelyn Coulon et Justin Massy. Mais avant, un tour de la question. Super, merci. Pour son deuxième mandat, cette fois à la tête d'un gouvernement libéral minoritaire, Justin Trudeau a nommé un nouveau ministre des Affaires étrangères qui remplacera Chrystia Freeland, devenue ministre des Affaires intergouvernementales. Chrystia and I have worked very closely on some of the biggest files facing Canada and the world, but particularly Canada and the United States. C'est François-Philippe Champagne qui a été désigné pour défendre les intérêts du Canada dans le monde. Élu pour la première fois en 2015 à la circonscription de Saint-Maurice-Champlain, le diplômé en droit international a déjà été ministre du Commerce extérieur pendant 2 ans. Il a aussi travaillé au sein d'entreprises spécialisées dans le commerce des technologies et de l'énergie. Nombreux sont les défis qui attendent le nouveau ministre puisqu'il va devoir mener la campagne du Canada pour l'obtention d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Il va aussi devoir travailler sur les relations très fragiles avec la Chine. En 2015, Trudeau avait promis de rompre avec la politique mise en place par les conservateurs et avait annoncé le retour du Canada sur la scène internationale. Nous avons avec nous 2 invités aujourd'hui pour parler de la place du Canada dans le monde. D'abord, Jocelyn Coulon, chercheur au Cerium et ancien conseiller du gouvernement Trudeau et du ministre des Affaires étrangères Stéphane Dion, ainsi que Justin Massy, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et spécialiste des relations internationales du Canada et du Québec. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue à Arrêt sur le monde. Merci de l'invitation. Alors, M. Coulon, d'abord, on voyait dans le petit topo, on parlait de la fameuse phrase « Le Canada est de retour ». Voilà. Après un premier mandat Trudeau, est-ce que le Canada est bel et bien de retour? Alors, faisons un petit peu d'histoire. Pourquoi ce slogan a-t-il été choisi en 2015 lors de l'élection? C'est que Justin Trudeau et son équipe qui préparait cette élection ont évalué la politique étrangère des conservateurs et ont estimé que les conservateurs avaient isolé le Canada sur la scène internationale à cause de prises de position pro-américaines, pro-israéliennes, le désaccord sur les changements climatiques, mais aussi le fait qu'en 2010, pendant le mandat conservateur, le Canada a perdu pour la première fois depuis la création des Nations unies, la capacité de siéger au Conseil de sécurité. C'était une défaite assez extraordinaire. Donc, le Parti libéral a construit un programme de politique étrangère autour d'un retour sur la scène internationale. J'étais de ceux qui ont construit ce programme. Je crois que le slogan était exagéré, parce que le Canada ne s'était jamais retiré de la scène internationale, sauf que les conservateurs avaient pris d'autres orientations. 4 ans plus tard, on doit se demander, est-ce que le Parti libéral a vraiment suivi son plan de match ou plutôt il a fait la politique des conservateurs? Moi, j'estime qu'il a fait la politique des conservateurs. Donc, il est de retour, mais il n'a pas suivi son plan de match libéral. Est-ce que vous faites à peu près le même constat ou vous voyez les choses un peu différemment? Vous êtes un observateur externe dans votre cas du gouvernement? Tout à fait. Je pourrais avoir une vision un peu plus optimiste. Moi, j'estime que le gouvernement Trudeau est allé dans la bonne direction, mais qu'il aurait pu en faire davantage. C'est-à-dire qu'il y a eu peu de ruptures à certains écarts, qu'on passe au vote aux Nations unies sur les questions israéliennes, par exemple, même chose. Jusqu'à tout récemment, où là, le gouvernement... Exactement. Et c'est un revirement sur une seule résolution, donc il faut voir si ça va perdurer dans le temps. Au niveau de l'aide au développement, on a maintenu à peu près les mêmes niveaux d'aide que sous le gouvernement conservateur. Au niveau du maintien de la paix, on ne s'est pas engagé pleinement, disons, à la hauteur des attentes qu'on avait faites. On a réinvesti dans les questions de défense, ce qui est un signe positif, mais peut-être pas avec la bonne direction nécessairement dans les types d'équipements qu'on va acheter, disons, en contradiction avec certaines des promesses électorales de M. Trudeau, notamment pour l'acquisition du F-35, qui est toujours sur la table présentement. Alors, je crois qu'on aurait pu en faire plus. Et au niveau aussi de l'ouverture et du leadership, le Canada s'est souvent distingué dans la proposition d'idées aux Nations unies ou sur la scène internationale en général, une capacité de rassembler des pays de différents horizons. Et ça, c'est difficile d'identifier là où M. Trudeau a lancé une initiative internationale qui le démarquerait sur la scène internationale. Bien, il y a eu notamment toute la question de la politique étrangère féministe. Oui. Est-ce que le jello a pris?
Bien, je pense que c'est trop tôt pour le dire, parce qu'une telle politique, on va pouvoir en mesurer les effets sur le moyen et le long terme. Mais ce que je voulais apporter comme bémol à ce que Justin a dit précédemment, c'est qu'après 4 ans de régime Trudeau, nous avons des relations exécrables avec la Russie, la Chine, l'Inde et l'Arabie saoudite. Il n'y a aucun pays occidental qui est dans cette configuration actuellement. Et ces mauvaises relations sont telles qu'on est obligé de demander à nos alliés occidentaux de nous appuyer, par exemple pour faire libérer les 2 Canadiens en Chine. On n'a pas vu de nombreux alliés occidentaux faire des déclarations assez fortes envers la Chine ou envers l'Arabie saoudite pour défendre le Canada. Donc, on s'est mis dans une drôle de position, et ça, quelles que soient les responsabilités des Russes, des Chinois, des Saoudiens ou des Indiens, on porte la responsabilité de ces mauvaises relations. Dans le cas de l'Arabie saoudite, en fait, les mauvaises relations sont venues parce qu'on a critiqué que des féministes avaient été mis en prison. Ouais. Dans le cas de la Chine, parce qu'on a arrêté quelqu'un qu'on nous demandait d'arrêter, les Américains nous demandaient d'arrêter. Est-ce que c'était évitable, tout ça? Et est-ce que le premier ministre peut reconstruire ces relations-là avec les grandes puissances? Est-ce souhaitable, notamment avec la Russie, où on sait que Mme Freeland avait une relation assez difficile à cause de son histoire familiale avec le pays. Est-ce que ça se reconstruit, tout ça? Je pense que ça peut se reconstruire. Par contre, pour revenir aux incidents précédents, on aurait pu mieux gérer les crises. Moi, je suis en faveur d'un Canada qui s'affirme au niveau des droits humains, par exemple. Je suis en faveur qu'on critique ce qu'on fait aux femmes ou à d'autres personnes dont les droits sont violés en Arabie saoudite et en Chine. Je suis en faveur de l'État de droit au Canada et que l'on maintienne nos traités d'extradition avec les États-Unis. Ce qu'on aurait souhaité, c'est bien sûr, c'est une administration américaine qui soit de notre côté. Et le problème, c'est que M. Trudeau a aussi dû gérer avec le président Trump, qui n'avait pas prévu lors de l'élection, bien sûr, d'octobre 2015. Donc, dans ce sens-là, si les États-Unis avaient une vision un peu plus en appui du Canada dans le dossier Huawei avec Mme Meng, on aurait pu peut-être avoir de meilleures relations, du moins aplanir les relations avec la Chine, peut-être pas avec l'escalade qu'on est en train de connaître présentement. Au niveau de l'Arabie saoudite, on aurait dû, à mon sens, mettre fin aux exportations militaires, mais M. Trudeau les a maintenues, notamment. Une autre chose qu'on peut attribuer à une certaine continuité de la politique étrangère. Et au niveau de la Russie... Mais ça, d'ailleurs, vous avez travaillé, vous, là-dessus, M. Coulombe, sur la question de l'Arabie saoudite. Et on se rappelle, la position du ministre Dion avait été pas mal controversée en disant, bien, mieux vaut garder la conversation ouverte, plutôt parce que c'est ça, à chaque fois que le Canada se lève debout, ces temps-ci, ça nous coûte cher. Oui, ça nous coûte cher. Et je pense que M. Champagne va peut-être apporter une autre façon de dialoguer avec ces pays, là où Mme Freeland, à mon avis, avait des positions idéologiques. Par exemple, avec la Russie, c'est très clair, on a empilé les sanctions alors que nos alliés européens tentent d'ouvrir le dialogue avec Vladimir Poutine. Les premières déclarations de Champagne indiquent qu'il veut renouer le dialogue et surtout qu'il veut adopter une politique étrangère pragmatique. Et donc, dégager des effets de tribune et idéologiques, je crois qu'il veut reprendre le fil avec la Russie, avec la Chine, mais aussi avec l'Inde, qui est quand même une grande démocratie. Comment se fait-il qu'on se soit disputé avec les Indiens? Donc, je crois qu'il y a déjà de bonnes déclarations de la part de Champagne, mais on verra aussi si ça va l'amener, par exemple, à gagner au Conseil de sécurité dans 6 ou 7 mois. Moi, je pense que ça risque d'être très difficile. Monsieur Massy, pensez-vous qu'on peut faire tout ça sans être une carpette, c'est-à-dire sans marcher sur nos principes et les valeurs qui sont chères au Canada? Je pense que oui. Je pense que le Canada, dans le passé, a réussi à trouver le bon équilibre entre défendre les droits humains d'un côté, mais aussi maintenir de bonnes relations avec des pays, disons, qui ne sont pas les plus protecteurs de ces droits-là. Je pense que la difficulté présentement, c'est de réengager avec l'Afrique, par exemple, ou avec des continents qu'on a complètement ignorés. De tout le mandat de Mme Freeland, alors qu'elle était ministre des Affaires étrangères, elle n'a jamais mis le pied sur le continent africain.
C'est 53 votes lors du vote en juin 2020 là, pour le siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Une chose que M. Champagne peut faire, c'est renouer le dialogue avec l'Afrique, se réengager, peut-être annoncer des investissements supplémentaires, idéalement un rôle de maintien de la paix, disons, substantiel en termes de leadership. Il y a plusieurs missions là qui ont besoin du Canada et de d'autres nations. Donc, je pense qu'il y a une possibilité ici de se réengager et de mettre en œuvre ce qui avait été promis en octobre 2015 par le premier ministre Trudeau. Donc, de sortir un peu de la politique étrangère qui ne touche que les États-Unis, finalement. Bien, ça, on est un peu prisonnier de ça. Hein? Il y en a même qui disent que, finalement, la politique étrangère canadienne, c'est nos relations avec les États-Unis. Le reste ne compte pas beaucoup. Mais lorsqu'on veut jouer un rôle sur la scène internationale, il faut être en interaction avec les 192 pays membres des Nations unies. Et c'est pour ça que le vote de juin 2020 au Conseil de sécurité risque d'être difficile. Parce que si vous ignorez le plus grand bloc politique aux Nations unies, l'Afrique, qui vote en général à peu près tout le temps du même côté, bien, vous risquez de perdre, juste parce que vous avez jamais été sensible aux questions africaines, que ce soit à travers le maintien de la paix, mais aussi l'ouverture d'ambassades. Les Africains disent « Où sont les Canadiens? » Alors qu'on voit les Turcs, les Brésiliens, les Indiens, les Chinois, les Allemands, les Canadiens sont de moins en moins présents en Afrique. Et d'ailleurs, notamment pour avoir le siège au Conseil de sécurité, la place du Canada en Afrique va être importante. Est-ce que, selon vous, on a des chances d'avoir ce fameux siège au Conseil de sécurité en juin? Est-ce que le vote risque de rouler vers les Canadiens ou au contraire? Moi, mon calcul, c'est qu'on n'a pas les votes. Parce que, d'abord, il y a deux pays européens. Et ça nous prive de presque 45 votes parce que les Européens ont tendance à voter pour leurs candidats. Moi, j'ai passé un an avec Stéphane Dion à rencontrer une trentaine de ministres des Affaires étrangères d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe. Et ce qui m'a surpris, c'était de voir nos alliés dire « On a déjà donné notre vote à l'Irlande ou à la Norvège » ou « On est en train de penser à qui on va voter ». Et là, dans ce temps-là, vous vous dites « Qu'est-ce qui se passe ?» Est-ce qu'on est arrivé trop tard? Et ça, c'est un aspect important. On a annoncé notre candidature en 2016, alors que l'Irlande et la Norvège étaient déjà en campagne depuis plusieurs années. Et donc, je me suis dit, ça va être extrêmement difficile d'aller chercher les 128 voix que ça prend pour passer au premier tour. Parce que si vous ne passez pas au premier tour, au deuxième tour, vous êtes contre la Norvège et l'Irlande, deux pays qui peuvent rassembler pas mal de votes. Je vous rappellerai que la dernière fois, on était contre le Portugal et on a été battu à plate couture. Alors, c'est quand même incroyable. Monsieur Massy, le mot de la fin, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être très difficile. Et moi, je mettrais l'accent sur les instances politiques aussi d'échouer. Parce que quand M. Harper a échoué en 2010, il n'avait pas donné autant d'importance aux Nations unies dans son discours, dans sa vision de politique étrangère. Mais pour M. Trudeau, le réengagement dans le monde, ça fait partie c'est au cœur de sa plateforme électorale. Alors, imaginez cet échec aux Nations unies de ne pas se faire élire contre l'Irlande et le Portugal, qui sont bien sûr des pays européens importants, mais qui ne sont pas de la même taille et de la même importance que le Canada au niveau, que ce soit de l'économie ou de la population. Et donc, je crois que les conséquences politiques d'échouer sont majeures et qu'il reste 6 mois pour réellement essayer au moins. Moi, je suis en faveur je suis plus optimiste en disant il faut essayer jusqu'à la fin. Il ne faut pas abandonner, ou du moins, il faudrait se retirer tout de suite en disant voyez, on ne pense pas avoir les votes, on se retire. Mais si on maintient, il faut y mettre des investissements, il faut se réengager pour vrai. Donc, 6 mois occupés pour le nouveau ministre. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là. Je vous en prie. Merci.